l'occasion que vous m'offrez de vous parler de quelque chose que vous connaissez déjà très bien, au fond, et qui est la diplomatie. Mais l'angle que je vais choisir est un peu particulier. Alors, je voudrais, dans la demi-heure qui m'est impartie, vous parler de la diplomatie d'influence. Voyez-vous, la diplomatie n'est plus ou ne peut plus se cantonner à la relation d'État à État. Il y a une dimension nouvelle qui fait partie aujourd'hui de manière approfondie du travail diplomatique, et c'est l'exercice d'influence. C'est un concept relativement nouveau et qui a été notamment théorisé par un grand penseur américain, toujours vivant d'ailleurs, Joe Nye, avec cette notion que vous avez sans doute entendue maintes fois, le soft power, le pouvoir doux. Aujourd'hui, le langage de la brutalité et les relations internationales sont des relations dures, doit a cédé souvent, heureusement, la place à un langage différent, qui est le langage, au fond, de la séduction. Il ne s'agit plus de vous obliger, vous, mon interlocuteur, il s'agit de vous convaincre, il s'agit de vous amener à soutenir tel ou tel projet que je vous présente, non pas parce que vous y êtes forcé ou contraint, non pas parce que j'exercerai une forme de levier, un chantage même, mais parce que j'ai créé un contexte qui, en quelque sorte, vous prépare à accepter les propositions que je vais vous faire. Alors, essayons maintenant d'être un peu plus concrets. Le diplomate, ou la diplomatie, disais-je, est devenue un exercice d'influence. L'objectif est tantôt de gagner un État à sa cause dans une négociation internationale ou dans la mise en place d'une coalition militaire, tantôt d'obtenir un contrat sur un marché étranger, tantôt d'obtenir, de recueillir un soutien sur une ligne politique que l'on défend. Cette diplomatie d'influence, voyez-vous, elle va bien au-delà des acteurs étatiques qui étaient les interlocuteurs habituels de la diplomatie. Elle s'intéresse aussi aux acteurs non étatiques, les faiseurs d'opinion, les milieux intellectuels, les universités, les décideurs économiques. Et elle a, d'une certaine manière, transformé profondément le métier diplomatique. Son outil privilégié, c'est ce qu'on appelle la diplomatie numérique, et je vous en parlerai un peu plus loin. Comme sans doute un certain nombre d'entre vous, j'ai entamé ma carrière à une époque où l'Internet n'existait pas. Aujourd'hui, quand je constate le nombre de tweets que la ministre Milmès envoie chaque jour, le nombre de posts, comme on dit sur Facebook, de mes collègues diplomates, je constate que véritablement le numérique est devenu l'instrument privilégié de la communication diplomatique. Alors comment y est-on arrivé? En quoi cela peut être intéressant? Quels sont les dangers aussi de cet instrument? C'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer. Cette diplomatie d'influence a bien sûr aussi des conséquences institutionnelles. Le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, doit coordonner sa stratégie d'influence avec une série d'autres opérateurs publics qui sont détenteurs d'un savoir spécifique. Tant et si bien que cette modalité nouvelle de la diplomatie consiste à agir en réseau, en multipliant les acteurs. De ce point de vue, la diplomatie d'influence a bousculé véritablement le cadre classique de l'exercice de la diplomatie, qui était celui du dialogue d'État à État. Et c'est donc tout l'apport de ce penseur que je vous ai cité il y a quelques instants, tout l'apport de Joe Nye, et je vous invite, si vous voulez approfondir le sujet, à lire ses écrits. Au fond, Nye part du constat que la mondialisation a profondément modifié le fonctionnement de la diplomatie. Elle a créé véritablement une interdépendance. Les
le lien entre puissance et territoire n'est plus valide. La puissance s'exerce à l'échelle planétaire en quelque sorte. Nous sommes plongés dans un monde d'interdépendance complexe. Et donc pour Nahak, le plus puissant, ce n'est pas celui qui dispose de la plus forte capacité militaire, et on voit ce qu'il en advient quand on observe la débâcle américaine à Kaboul. Ce n'est donc pas celui qui dispose de la plus forte capacité militaire, mais celui qui peut rallier autour de lui la plus grande coalition, celui qui a la capacité de diffuser, de produire et de diffuser l'information. Le soft power, c'est donc bien le pouvoir d'attraction. Grâce à quoi? À des ressources intangibles, comme la culture, comme les institutions, comme les idées. Alors, chers amis, on peut identifier quelques piliers de cette diplomatie d'influence. Et rassurez-vous, je vais venir très rapidement à des exemples concrets. Le premier, en quelque sorte, c'est l'influence qui est exercée sur des objectifs précis. Il s'agit par exemple de conquérir un marché économique. Alors, on mobilise l'ambassade, et l'ambassade va en quelque sorte relayer auprès des interlocuteurs, des décideurs économiques du pays où elle se trouve, toutes les qualités de notre industrie, toutes les possibilités que tel ou tel produit, prenons le dragage par exemple, prendre un exemple d'une industrie belge qui est particulièrement florissante, et elle va en quelque sorte ainsi créer ce qu'on appelle en anglais du goodwill, une forme d'intérêt, d'attraction même pour le produit, en l'occurrence le produit belge. Et le jeune diplomate que j'étais au Pakistan, comme Thierry l'a rappelé, s'est fait fort de persuader à un moment donné les Pakistanais que pour construire le plus grand port de pêche au Baloutchistan, il y avait le savoir-faire belge. Alors il ne s'agissait pas d'exercer un quelconque chantage, d'ailleurs comment aurais-je pu le faire en tant que représentant de la Belgique, mais de convaincre les interlocuteurs pakistanais que une des plus grandes entreprises mondiales dans la construction d'ensembles portuaires est belge, elle s'appelle B6, et que nous avions un savoir-faire que nous pouvions mettre à disposition des décideurs pakistanais. Et le projet s'est fait, et l'émotion du jeune diplomate de voir Robert Urbain, à l'époque ministre du Commerce extérieur, et Benazir Bhutto, une femme pour laquelle j'ai une immense admiration, qui était à l'époque la première ministre du Pakistan, disparue trop tôt hélas, poser la première pierre de ce port, le port de Gwadar, sur la mer d'Arabie. Il y a aujourd'hui, juste à côté de ce port de pêche, un port militaire qui a été construit par les Chinois, mais c'est une autre histoire. En deuxième lieu, il convient d'identifier les cibles visées par la stratégie d'influence. Qui veut-on influencer? Des décideurs économiques, des relais d'opinion, des universités? Il faut une stratégie différenciée. Et il faut, évidemment, si nécessaire, se donner des objectifs à court terme et à long terme. Alors, le court terme, je viens de vous le citer. Je suis arrivé au Pakistan en 86 et en 89, non pas seulement à cause de moi, bien sûr, ce serait très prétentieux, mais avec l'aide de toute une série d'acteurs économiques belges, on a posé la première pierre de ce port de pêche. Donc on a réalisé un projet de plusieurs centaines de millions de francs belges à l'époque. On s'est donné un objectif à court terme et on a fait preuve de soft power quelque part. Mais il y a aussi une dimension différente du soft power, qui est la dimension culturelle. Celle-là, on ne l'a pas inventée il y a 10 ans. Elle existe depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est l'action culturelle? Mais c'est aussi une entreprise de séduction. Ça consiste en quelque sorte à utiliser l'ambassade comme un diffuseur de culture et à créer de l'empathie, de la sympathie pour les produits culturels qui nous sont chers.
Et puisque j'ai ici quelques-uns des éminents représentants de la société belgo-suédoise, permettez-moi de rappeler un événement que l'ambassade a créé autour de la figure de Tintin à Stockholm en 2004. Alors, Tintin, c'est sans doute notre meilleur représentant de la Belgique auprès de toutes les générations. L'occasion, c'était les éditions Bonnier, un très grand éditeur suédois qui retraduisait l'ensemble de la collection de Tintin. Nous sommes en 2004, je convainc M. Rodwell et son épouse, Mme Rodwell, vous savez, c'était auparavant l'épouse d'Hergé, de faire le déplacement à Stockholm. Et les éditions Bonnier décident, passez-moi l'expression, de mettre le paquet et de véritablement faire un événement hors du commun. La résidence de Belgique, que certains ont connue à Stockholm, est transformée en une espèce de château de Moulinsart. Des personnages rappelant les héros des bandes dessinées de Tintin sont là. Une Castafiore en chair et en os chante sous les dorures de l'ambassade. Et nous attirons à ce moment-là tout ce qui compte à Stockholm, dans le monde de la culture, de la mode, de l'économie aussi, et même du politique, des dizaines de journalistes, un grand événement qu'évidemment le budget de l'ambassade n'aurait jamais pu financer. C'est là où il y a des coopérations intelligentes à faire avec le secteur privé. Un grand événement qui donne aussi l'occasion à la Fondation Moulinsart de faire parler d'elle, et qui crée malgré tout, alors que, bon, c'est vrai, Tintin est connu en Suède, mais qui crée un regain d'intérêt pour Tintin, et donc, par-delà Tintin, pour la Belgique, au fond, bien sûr. Et puisque j'en suis à parler de ce soft power culturel, je voudrais aussi citer un autre exemple, où là aussi, on a en quelque sorte su créer ou répondre à une attente en saisissant un élément qui touche directement le cœur des gens. C'est au Canada. Les Canadiens, vous le savez peut-être, sont particulièrement attachés au souvenir, à la mémoire des soldats canadiens qui sont morts sur les champs de bataille de Flandre, de Flandre. C'est du soft power culturel de lancer un concours auquel tous les lycéens canadiens de Vancouver à Montréal étaient invités à participer autour du thème des Flanders-Fields et d'offrir comme prix une visite, tout frais payé, de notre pays avec un guide et une réception aux affaires étrangères, etc. Vous n'imaginez pas à la fois le succès que cette initiative a rencontré, des contributions picturales, musicales, et le souvenir émouvant que ces jeunes Canadiens, ils étaient 5, ont gardé de la visite dans notre pays. Il existe d'ailleurs un film sur YouTube que l'on peut voir. Donc vous voyez, la culture, c'est un investissement important, et sans doute aussi important, j'ai la faiblesse de le croire, par exemple, que l'industrie militaire. Hector Bianciotti, qui est un grand écrivain argentin, aujourd'hui membre de l'Académie française, raconte que lorsqu'il était adolescent à Buenos Aires, il vit une représentation théâtrale avec Simone Valère, qui est une grande comédienne française de l'époque. Bianciotti ne parlait pas le français. C'est cette visite de la comédie française à Buenos Aires dans les années 50 qui lui a donné le goût de la littérature française. Aujourd'hui, Bianciotti siège à l'Académie française. Donc vous voyez combien le culturel peut être également un instrument intéressant. Et bien sûr, vous savez, il y a des retombées économiques. Nous y sommes sensibles, nous autres Belges. Un festival de la bande dessinée, ça fait évidemment vendre aussi nos bandes dessinées et tout ce qui tourne autour d'elles. Alors bien, une des finalités de la diplomatie culturelle, et je vais en terminer avec cela sur la diplomatie culturelle, c'est la création de réseaux. Il m'a paru intéressant aussi, lorsque j'étais ambassadeur au Canada en particulier, de ranimer les réseaux des alumni. Les alumni, c'est une culture que les pays anglophones
anglo-saxons ont développé bien avant nous. Nous avons du mal encore à les utiliser. Pourtant, les alumni, ces anciens diplômés de nos universités, occupent des positions intéressantes dans la société du pays dans lequel nous sommes, dans le pays dans lequel nous travaillons. Ce sont des relais créés, ils ne demandent pas mieux que d'être en quelque sorte associés, par exemple à un anniversaire d'une grande université belge, et il y a tout un travail à faire pour les rapprocher en quelque sorte de ce pays où ils ont étudié, dont ils gardent en général de magnifiques souvenirs et auxquels ils reprochent parfois de les avoir un peu oubliés. Donc, chers amis, on a pu dire que le savoir-faire, que le faire savoir est aussi important que le savoir-faire. Et c'est pourquoi la diplomatie aujourd'hui sort des salons feutrés des ambassades pour s'adresser à la société civile dans toute cette diversité. Le diplomate de terrain préfère parler à la population du pays où il se trouve, plutôt qu'à ses collègues dans les murs d'une ambassade ou les salons d'un club UP. Les rencontres diplomatiques en 2021 se déroulent beaucoup plus souvent dans les lieux publics, marqués par l'hybridation culturelle, dans un barrio ou dans un souk, dans la blogosphère, sur l'avenue principale d'une ville ou dans une hutte à proximité d'une zone de guerre. C'est tout un changement d'attitude véritablement qui est opéré par la diplomatie aujourd'hui. Et bien sûr, ce changement d'attitude passe par la maîtrise des nouveaux moyens de communication. Les outils numériques sont indispensables pour atteindre le plus grand nombre. On est passé à l'ère de l'e-diplomatie, I comme email, de l'e-diplomatie, d'autant que mes jeunes collègues, les jeunes diplomates d'aujourd'hui, sont les premiers enfants de la génération Internet. C'est la génération du Web 2.0 et elle ne fonctionne véritablement efficacement qu'à travers le Web. Alors, vous me direz, mais est-ce que tout doit être révélé? Est-ce qu'il n'y a pas une... L'objectif n'est pas, quand bien même il y a eu le scandale de Wikileaks, de révéler des rapports confidentiels. L'objectif est de cultiver une relation sociale, en quelque sorte, à travers les réseaux numériques. Cela demande évidemment une implication consistante. La diplomatie numérique est, au fond, la continuation, c'est ma définition, la diplomatie numérique est la continuation de la diplomatie classique au moyen de la technologie de l'information. Elle illustre l'effort des États à s'adresser aux sociétés des autres États. Elle conduit véritablement à une réinvention de la pratique diplomatique. Et elle correspond bien à une modalité de ce qu'on appelle le smart power, qui combine les progrès sur l'Internet avec la volonté de projeter une image attirante de l'État qui l'utilise. Alors, je pourrais maintenant m'étendre sur la manière dont les diplomates doivent utiliser le web. Je ne vais pas le faire, mais je vais simplement prendre un exemple presque caricatural. Si les Affaires étrangères diffusent l'image de la ministre Wilmès qui serre la main de son collègue turc ou pakistanais, je peux vous assurer que l'impact en termes d'influence sera presque nul. Ce n'est évidemment pas ça que les internautes attendent. En revanche, un argumentaire bien ficelé pour expliquer ce que fait la Belgique pour évacuer ses ressortissants de Kaboul aura, s'il est traduit en plusieurs langues, s'il est diffusé à travers les réseaux, une audience mondiale. Actuellement, je dois dire que nous sommes encore un peu frileux dans nos pays, en Belgique, sur l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir notre image. Et pourtant, d'autres pays ont franchi le pas, les pays nordiques, les pays anglo-saxons, bien plus. La France et le Danemark ont carrément nommé un ambassadeur en charge de ce qu'on appelle les GAFA. Vous savez, Apple, Google, Amazon et Facebook sont devenus de véritables
moteur de la mondialisation et ce sont de tels vecteurs d'influence dotés de ressources économiques tellement importantes qu'il est quasiment évident, et pour la France en tout cas c'est le cas, de disposer d'un ambassadeur pour les négociations internationales sur le numérique. Alors, vous me direz, mais attendez, de quoi parlez-vous ?